1000 milliards de dollars est la rencontre tout à fait improbable de la nouvelle vague française des années 70, incarnée par Patrick Devers, tout droit sorti du cinéma de Blier, et le cinéma de papa d'après-guerre qui a glorifié Gabin et Fernandel. Mais depuis Le Serpent en 1973 jusqu'à ce film, en passant par Rico Micard et Le corps de mon ennemi, Verneuil oriente son cinéma vers des préoccupations politiques et sociales qui lui étaient jusqu'ici étrangères. Le livre qu'il adapte est un traité d'économie politique publié par Robert Lattès en 1969. Lorsque le réalisateur le découvrit, il appela son auteur pour lui demander d'en utiliser le titre, en échange de quoi il lui recommanda d'actualiser son livre pour une nouvelle publication. Tout comme il venait de faire avec Rico Micard, Verneuil développa une histoire originale à partir d'un sujet dépourvu de matière narrative. Les emprunts qui ont inspiré son scénario sont très repérables. On y reconnaît l'intrigue de Bal et Masque, où Humphrey Bogart, rédacteur en chef d'un journal, enquêtait sur les activités d'un roi de la pègre, avec en parallèle la pression des grands groupes sur l'indépendance de la presse. On pense aussi à Judith Terpove, de Patrice Chéreau, où il était question d'un journal en péril, autant qu'aux Hommes du Président, à travers le personnage interprété par Jean-Pierre Calfon, démarquage du Gorge profonde du scandale du Watergate. Quant à l'affaire JBL du film de Verneuil, elle évoque de près l'affaire Boulin, survenue en 1979, au moment où Verneuil commençait à écrire le sujet. Lorsque le film sortit, fin 1981, les théories économiques de Milton Friedman et Friedrich Hayek commençaient à être appliquées par Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Dans le monde où nous vivons, il faut grandir ou mourir, cette réplique prononcée par Mel Ferrer fait écho à une déclaration de Milton Friedman qui disait « faire des profits est l'essence même de la démocratie ». Ce troisième totalitarisme est encore, en 1981, une abstraction pour le grand public. Ce totalitarisme, nommé aujourd'hui TINA, There is not alternative, vient d'une phrase de Margaret Thatcher qui évoquait par là l'impossibilité d'appliquer une autre politique économique que celle du capitalisme néolibéral à l'échelle planétaire. 1000 milliards de dollars semblait être un film opportuniste dans la mesure où il critiquait vigoureusement la puissance des grands groupes financiers, précisément après l'élection d'un président socialiste. Verneuil s'en défendit en prétendant qu'il avait commencé à écrire son scénario à une époque où personne ne croyait à une victoire de la gauche et que la sortie du film était déjà programmée avant le premier tour des présidentielles. Cependant, avec 40 ans de recul, lorsqu'on regarde le film, on se rend compte que Verneuil nous parlait précisément des profondeurs de la République et en particulier du pouvoir socialiste. En ce début des années 80, les dégâts économiques et sociaux conséquents à ces politiques ultralibérales n'étaient pas encore palpables. Pouvait-on seulement les prévoir autrement qu'en l'intérieur des cercles de quelques économistes éclairés? Bien que le public n'en ressente pas encore les effets délétères, la guerre économique était bel et bien déclarée et la France, selon les confidences de François Mitterrand au journaliste Georges-Marc Benamou, ne savait pas qu'elle était entrée en guerre contre les États-Unis. Cette guerre se matérialisa très concrètement par l'absorption systématique de la totalité des activités économiques de la planète par des grandes puissances financières. Au moment de la sortie du film, ces grandes puissances étaient essentiellement américaines. Verneuil a décidé de faire son film à partir du constat effarant que le chiffre de 1000 milliards de dollars était empoché par seulement 31 personnes dans le monde. Mais surtout que pour générer ce chiffre, elles n'employaient que 0,5% de la population des pays où elles opéraient. On entend dans le film un dialogue très percutant entre Patrick Devers et Mel Ferrer. Il s'agit de la scène où Patrick Devers, qui dans le film s'appelle Paul Kerjean, est envoyé par son journal en reportage sur la convention annuelle de la société GTI. Au cours de cette assemblée, qui regroupe tous les directeurs des filiales mondiales de GTI autour du PDG américain, Paul Kerjean, s'adressant à l'un de ses directeurs, dit la chose suivante. Ouvrez les guillemets. La concurrence étrangère, c'est venir dans un pays pour lui dire
Regardez comme mon produit est meilleur et moins cher que le vôtre. Vous vous installez carrément dans le pays, vous absorbez au besoin celui qui fabrique le même produit et vous imposez le vôtre à sa place. Vous ne vous attendez tout de même pas à ce que ces gens, par-dessus le marché, vous embrassent. Mel Ferrer, le PDG américain, qui écoute la conversation, intervient alors pour répliquer à Paul. « Vous avez tout à fait raison. Il ne nous embrasse que quand nous venons vous libérer de l'occupation nazie. » Mais Paul répond ironiquement « Personnellement, je n'ai pas pensé un seul instant que vous nous aviez libérés de l'occupation militaire pour nous substituer une occupation économique. » Tout le sujet du film contient dans ce dialogue, écrit par un metteur en scène à qui on ne cessa de reprocher d'être inféodé au cinéma américain, alors que Verneuil s'est plus d'une fois montré acerbe envers l'Amérique en tant que puissance expansionniste. Ce film est l'aboutissement d'un sujet qu'il devait traiter au moins depuis La Table aux Crevés, son premier film où dans le bistrot du village, les villageois regardaient un western et où Fernandel ne comprenait pas pourquoi on joue au flipper si on n'y gagne rien. Il ne s'agit pas seulement de critiquer l'ingérence américaine sur le reste du monde, encore moins de soutenir un discours simpliste opposant modernité à tradition, mais de s'élever contre le gigantisme d'une culture qui écrase toutes les autres. Le film montre deux mondes opposés l'un à l'autre. Celui du géant Goliath, fait de salles de conférence gigantesques, et celui de David, provincial et populaire. Les méthodes de management à l'américaine n'étaient pas encore en 1981 aussi répandues qu'elles le sont aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, publics ou privés. Alors quiconque connaît le milieu de l'entreprise, les scènes de la convention annuelle GTI, ainsi que la scène où les directeurs de succursales doivent justifier leurs résultats auprès du PDG, sonnent tout à fait justes. Tel est le monde de Goliath. Verneuil a réalisé un véritable document sur les rapports dans le milieu de l'entreprise, sur la nature de l'entreprise devenue instrument de puissance et de domination, et plus du tout outil de production. De ce point de vue, le film est tout à fait visionnaire. L'effroyable cruauté du milieu qui est décrit ici nous est expliquée notamment par le personnage de Michel Saint-Claude, joué par Michel Auclair. Lui-même ancien directeur d'une succursale GTI, il en a été évincé pour absence de résultats qui, en l'espèce, consistait à convaincre JBL, homme politique, à abdiquer corps et âme au pouvoir de la multinationale. Lucide, Michel Saint-Claude a, à l'égard de son ancien employeur, un commentaire qui rapproche le président de GTI des grands mystiques lorsque celui-ci déclara devant l'assemblée de ses directeurs qu'il exigerait que sur sa tombe soit gravé le cours de l'action GTI au moment de sa mort, afin que ceux qui viendront s'y recueillir plus tard ouvrent le défi de la faire grimper. Le personnage de Mel Ferrer incarne à la perfection ce que le public de ce début des années 80 ne connaissait pas encore, monstre de la finance, capable d'ébranler un secteur d'activité n'importe où par la simple observation d'une courbe de croissance divergente de leur prévisionnel. Le film est saisissant par cette peinture qu'il fait d'un tout petit univers composé d'une poignée de financiers qui, depuis une salle de conférence conçue comme un état-major militaire, prennent le contrôle de toutes les activités humaines en passant bien entendu par la presse, en l'occurrence la tribune. Comme une quasi-abstraction qui agit par personne interposée et qui n'est responsable qu'à un degré X de l'assassinat de JBL, politicien résistant, prêt à dénoncer le scandale. On pense là, évidemment, une nouvelle fois à Robert Boulin. Tous ces présidents de société soumis aux chefs d'entreprise, Verneuil nous les montre comme dans un James Bond, où depuis des écrans, ils observent les variations économiques et décident de l'avenir du monde. Verneuil a écrit le film seul, envisageant un temps de s'adjoindre un co-scénariste, mais considérant qu'il faudrait expliquer à celui-ci tout le travail qu'il avait effectué en amont, il a décidé de s'en passer. On le regrette car certaines répliques destinées à nous faire comprendre qu'eux sont de trop. On le regrette aussi dans toute la partie qui concerne la vie sentimentale de Paul Kerjan, toujours à la limite du roman photo. Impression renforcée par une utilisation glamour de Caroline Cellier totalement hors sujet. Les scènes autour du journal local dans lequel Paul a débuté méritaient aussi quelques nuances, le personnage de Fernand Ledoux n'étant pas plus dégrossi que dans un conte pour enfants.
Heureusement, toutes ces scènes qui servent à caractériser l'histoire de Paul sont secondaires, l'essentiel de l'intrigue demeurant centré sur l'enquête, à chaque instant captivante. On progresse crescendo dans l'horreur jusqu'à la découverte par Paul Kerjan du passé de GTI, fournisseur en armes du Troisième Reich. Le sujet allait-il trop loin? Les révélations des similaires activités de Prescott Bush démontrent aujourd'hui que non. Après le président, après la bataille de Saint-Sébastien, après Le corps de mon ennemi et Icomicard, 1000 milliards de dollars est un nouveau film progressiste dans la carrière d'un cinéaste notoirement de droite. Ce film d'un intérêt majeur est certainement sorti trop tôt, en tout cas au mauvais moment. Ce monde corrompu qui nous est présenté, la France nouvellement entrée dans ce qu'elle croyait à l'époque être l'ère du changement, ne voulait pas en entendre parler. L'heure était à l'optimisme et 1000 milliards de dollars n'a pas rencontré son public. Verneuil en fut affecté, lui qui réalisait là un des films les plus ambitieux de sa carrière, en s'emparant d'un sujet pour lequel le cinéma français s'est toujours montré frileux. Le temps a rendu justice au film, il est aujourd'hui d'actualité et risque de l'être fort longtemps. Après ce film et une tentative de retrouver son public à travers un film catastrophique avec Belmondo, la carrière de Verneuil sombrera corps et âme. Son agent, Gérard Lebovici, possiblement assassiné par le pouvoir socialiste parce qu'il détenait les preuves que les chasses présidentielles poursuivaient du gibier humain, selon une hypothèse de Jean-Luc Douin, page 290-291 de son passionnant ouvrage sur le nabab sulfureux, contribuera à stopper la carrière d'un des réalisateurs les plus rentables du cinéma français, qui avait pourtant, dans ces années-là, de nombreux projets.